Bien, on va laisser les personnes s'installer. Donc merci aux étudiantes, aux étudiants d'être venus nombreux. Merci aux parlementaires présents. Bizarrement, les députés ont disparu depuis hier. Merci, monsieur le président du Sénat, bien évidemment, d'être là malgré tout. J'ai oublié, bien sûr, merci, monsieur le président du conseil départemental, mais comme il est ancien sénateur, j'ai un peu confondu. Merci aux collègues également qui sont présents. On va se tenir dans un délai qui permettra au président du Sénat de ne pas dormir à Lille, ce qui est important quand même. Alors, c'est la première visite d'un président du Sénat à Sciences Po Lille. On avait espéré qu'on ait en même temps la première visite en dehors de Paris des deux présidents de chambre dans toute l'histoire de France. Bon, on se contentera de la seule visite du président du Sénat, ce qui est déjà tout à fait bien. Et on voulait quand même vous remercier d'être là et surtout remercier le gouvernement pour le formidable plan de communication de Sciences Po Lille qui nous a permis d'avoir depuis hier. Ça nous aurait coûté pour le moment 1 million d'euros en com, mais là vraiment on remercie. Donc on est preneur de toute autre forme de réunion du bureau du Sénat. Voilà. Et surtout évidemment rappeler que les jeux politiques, voire politiciens, parfois s'écartent des enjeux politiques et il faudrait parfois que les professionnels de la politique n'oublient pas que les citoyens les regardent parfois de manière un petit peu effondrée. Bon, alors, je vais dire un petit mot sur l'organisation. Je vais cadrer ou essayer de cadrer avec les restes de ma culture de politiste le thème de notre séance. Je présenterai rapidement Gérard Larcher parce que je pense que c'est important quand même que les étudiants sachent qui vous êtes, quel a été votre parcours. Et puis ensuite on attaquera entre guillemets les questions. Ma collègue Christy Duen ici présente qui a travaillé, on a travaillé hier avec quelques étudiants qui sont présents plutôt sur la gauche de notre hémicycle. Donc on entamera le feu, si je puis me permettre, ça sera un feu plutôt doux, hein, à 30 degrés, enfin au début. Et puis ensuite il y aura des questions de la salle et puis on essaiera de terminer vers 17h55 parce que pour les étudiants présents à 17h55 il y aura ce qu'on appelle dans le jargon journalistique une séance micro-tendue, qui veut dire que les journalistes ici présents essaieront de torturer le président du Sénat avec un certain nombre de questions, mais je lui fais confiance pour résister à la torture. Alors, un mot d'abord sur Gérard Larcher. Donc, je ne vais pas dire en quelle année vous êtes né, mais dire que vous êtes vétérinaire de formation et de profession, et notre mascotte vient de s'en rendre compte il y a quelques minutes, mais pour son plus grand bien. Hein, je suis témoin que le président du Sénat sait donner l'âge d'un animal en regardant ses dents, donc ce qu'on fera pour les étudiants bientôt. Vous avez obtenu votre premier mandat politique au moment où le président Macron apprenait à marcher. Donc en 1979, vous avez été élu maire en 1983 d'une ville des banlieues très populaires, Rambouillet. Et puis vous avez également été conseiller régional de 1985 à 1992. Vous avez été élu sénateur, on en parlait tout à l'heure, en 1986, quelques jours avant que j'entre comme étudiant à Sciences Po Paris, juste pour situer également les trajectoires. Vous avez été vice-président de cette noble assemblée de 1997 à 2001. Vous avez été président, alors, en fait, 2 fois, hein, ce qui est quand même 2008-2011. En 2011, moment historique dans l'histoire du Sénat, je suis sûr que les étudiants le savent, c'est le seul moment dans l'histoire du Sénat où pendant 3 ans, il y a eu une parenthèse socialiste, hein, socialiste étant le nom d'un parti politique qui a disparu depuis, et d'ailleurs dont le représentant Patrick Caner s'excuse il est à Limoges, ce qui est le nom ayant bon, et donc et vous avez été réélu. Vous avez été réélu en 2014 président du Sénat. Vous avez également été ministre du Travail, c'est très important de le rappeler, entre 2004 et 2007 sous 2 gouvernements, Raffarin et de Villepin. Et quand vous lisez, et c'est très intéressant de le rappeler aujourd'hui, quand vous lisez les récits que font les dirigeants de la CGT de l'époque de votre ministère, il rappelle que vous avez été l'un des ministres les plus attentifs aux propositions des organisations syndicales. Voilà, Jean-Christophe Ledouigou a dit que vous aviez été le moins mauvais ministre du Travail, enfin après évidemment Martine Aubry. Faire quand même attention à ce qu'on dit ici. Alors vous avez
vous avez été vous êtes ce qu'on va appeler un gaulliste historique, même si vous êtes né après le gaullisme, mais donc vous avez été membre du RPR, de l'UMP, vous êtes membre aujourd'hui de LR, enfin en tout cas, je ne sais pas de quel canal historique de LR, mais en tout cas vous êtes encore membre de LR. Vous avez aussi été président de la Fédération hospitalière de France entre toutes vos activités. Et vous êtes aujourd'hui, je le rappelle pour les étudiants, le 3e personnage de l'État dans l'ordre protocolaire, mais quelque part le 2e, si on n'oublie pas que si d'aventure il advenait un petit souci au président de la République, vous avez devant vous le président de la République par intérim, ou éventuellement ensuite être candidat, mais ça n'avait pas réussi à Alain Poher à l'époque. Ce qu'on pourrait dire, pour résumer en politiste, c'est que vous incarnez ce qu'on appelle le cursus honorum assez classique du dirigeant politique, c'est-à-dire de quelqu'un qui a commencé par des mandats locaux, de proximité, et qui a monté les échelons pour terminer au plateau, le plateau étant l'équivalent du perchoir au Sénat. Je dis ça parce que vous savez que sous la Ve République, on parle souvent de cursus honorum inversé pour des gens qui ont commencé plutôt par être ministres et ensuite qui ont redescendu la pelote vers des fonctions locales. Je ne cite ici personne en particulier. Alors, voilà, donc ça c'est votre... Je m'excuse, je vais aller très rapidement dans la présentation. On aurait beaucoup de choses à dire, mais l'avantage c'est que quand vous êtes tout seul et vous n'êtes pas deux, ça me permet d'être un peu plus long quand même dans la présentation du président du Sénat. Alors, le thème de la conférence. Alors, il ne nous avait pas été imposé, mais disons qu'il nous est arrivé de Paris. Démocratie représentative, démocratie participative, concurrence ou complémentarité. Alors que dire en un mot là-dessus? Et là, c'est le politiste qui réapparaît. Bon, d'abord dire que c'est un sujet d'actualité. Si on se remémore à la fois les revendications récentes des Gilets jaunes, puis aussi pas mal des comptes rendus de réunions tenues dans le cadre du grand débat qui a été initié, vous vous en souvenez, par le président de la République pour tenter de trouver un débouché politique à ce qu'il est convenu d'appeler maintenant dans le jargon la crise des Gilets jaunes. Alors là, la question des formes de représentation, de leur justesse, pour ne pas dire de leur justice, de leur efficacité aussi, a été souvent mise sur l'agenda. Il est peu de dire que la démocratie représentative, et notamment la légitimité des deux chambres, est questionnée, voire mise en cause. Comme le rappelle le politiste américain Yascha Mounk, dans un ouvrage très récent que je vous recommande, qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie » dans sa traduction française. Donc, comme l'écrit Yascha Mounk, l'attachement aux formes classiques de la démocratie représentative n'a jamais été aussi faible dans ce qu'il est convenu d'appeler les vieilles démocraties depuis que des enquêtes existent sur cette question, c'est-à-dire depuis les années 60. Bien entendu, ici, il faut faire une place particulière au développement d'Internet, des réseaux sociaux, à la vitesse croissante et sans doute irréguliable de l'information et à leurs effets massifs sur la montée du doute démocratique. Dans ce qu'il faut bien qualifier de délitement démocratique, le rôle et la place des deux assemblées, surtout celle du Sénat probablement, sont fortement interrogés. Comme est souvent mis en avant, de façon très peu informée mais néanmoins véhémente, l'utilité des parlementaires et les avantages divers dont ils bénéficient ou bénéficieraient, à commencer par leur rémunération, si on regarde pas mal de débats autour des Gilets jaunes. Qu'il me soit permis ici de noter que la force des attaques contraste avec un fait avéré, mais largement nié, c'est que notre démocratie, pour s'en tenir à la France, n'a jamais fonctionné de façon aussi transparente qu'aujourd'hui. Les parlementaires n'ont jamais été autant contrôlés qu'aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que la force de l'hostilité aux parlementaires n'a jamais été aussi forte, sans doute, dans l'histoire de France. Il faut regarder au début du XXe siècle, mais globalement quand même. Mais si l'on doit pointer les raccourcis, les exagérations, les intentions cachées dans les critiques adressées aux institutions démocratiques, on commettrait une très grave erreur en minorant l'importance ou en essayant de mettre en cause leur légitimité. Par exemple, en utilisant à tort et à raison la référence disqualifiante au populisme. Il va de soi que le fonctionnement de notre système représentatif est mis en question et doit nous interroger. Il ne s'agit pas de le regretter, mais à ce stade de constater la montée des critiques. Mon inquiétude personnelle, toute personnelle, est d'autant plus forte que nos institutions n'ont jamais connu autant d'évolutions positives que durant les 30 dernières années. Le financement public des partis politiques, la régulation des campagnes électorales, la parité entre les hommes et les femmes, l'encadrement strict du cumul des mandats, les obligations de transparence imposées aux élus et aux hauts fonctionnaires, au travers notamment des déclarations d'intérêt. Paradoxalement, tout cela n'existait pas dans les années 60 ou 70, quand notre démocratie pourtant était au fait de sa gloire. Alors, parmi les possibilités de ressort démocratique, la référence à la démocratie participative, à la nécessité d'y recourir plus souvent, voire de la substituer à la démocratie représentative, fait partie des mots d'ordre ou des revendications. Le sujet n'est pas nouveau, il est passionnant mais incertain. Dans l'un de ses derniers ouvrages,
qui s'appelle Le bon gouvernement, Pierre Rosanvallon explique que l'enjeu contemporain réside dans le développement de ce qu'il appelle la démocratie d'exercice. Rosanvallon explique que nos vieilles démocraties se sont trop souvent et trop longtemps focalisées sur la démocratie d'élection, c'est-à-dire sur tous les dispositifs qui permettent de garantir les conditions de sélection des dirigeants et de sélection incontestable des dirigeants. Elles ont oublié un tout petit détail, qui est que les dirigeants, après avoir été désignés par le peuple, sont appelés à gouverner, à décider, à légiférer, à mettre en œuvre un programme, et que tous ces actes essentiels doivent être placés sous le regard des citoyens, voire doivent prévoir une association de ceux-ci sous des formes diverses. Pour Rosanvallon, et ceci est vraiment essentiel, la légitimité démocratique ne peut plus se réduire au fait d'avoir été élu dans de bonnes conditions. Elle repose de plus en plus sur la capacité effective des dirigeants à consulter, à associer ceux qui ne sont pas élus. Cela existe déjà, mais de façon limitée dans les collectivités locales. La chose est quasiment absente de l'échelon central, et notamment de l'activité des deux assemblées. Pour conclure provisoirement, l'une des questions que l'on peut poser à ce stade est celle de savoir si la démocratie représentative pourrait être non pas supplantée, mais augmentée ou enrichie par un recours routinisé à des formes de démocratie participative. Il est probable que tout le monde répondra oui à cette question, car ce sera une manière de nous rassurer un peu dans la situation difficile que nous connaissons. Mais au-delà du fait de dire oui, ou simplement oui, je crois qu'il faut essayer de réfléchir très concrètement à ce qu'il est possible d'envisager, qui fonctionne réellement et ne soit pas un simple prétexte formel qui masquerait la continuation des pratiques traditionnelles et ferait évidemment monter d'un cran le risque d'une crise structurelle de notre démocratie. Voilà, c'était juste mon petit propos pour lancer les choses, et je laisse ma collègue Christine Beun vous poser la première question, Monsieur le Président. Alors une première question assez large qui fait référence à ce qu'a dit Pierre. On observe un certain nombre de mobilisations sociales dans le pays, évidemment les Gilets jaunes, mais on a eu aussi auparavant MeToo ou des mouvements comme Nuit debout, et en même temps des mouvements politiques. Donc là, je fais référence à En Marche évidemment, mais aussi Place Publique, qui viennent se substituer aux partis traditionnels. Pensez-vous que les uns, les mobilisations sociales d'une part, et les autres, les nouveaux mouvements politiques qui viennent à côté des partis politiques, sont l'expression des limites de notre démocratie représentative, ou sinon, comment intégrer ces énergies civiques à nos vieux systèmes? D'abord, merci de m'accueillir ici et de m'avoir accueilli avec un chien qui est le symbole de la douceur, de la solidarité et d'une capacité de rapporter, ce qui est une des missions, puisque le Golden Retriever, pour le vétérinaire que je suis, n'a quasiment aucun secret, et pour le chasseur que je suis, est aussi quelque chose d'assez fort. Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le directeur, Madame, saluer Monsieur le préfet qui représente ici l'État, et puis je retrouve beaucoup de collègues avec qui je partage le quotidien du Sénat, un quotidien renforcé avec Valérie Létard, qui est vice-présidente du Sénat, notamment dans la journée d'hier, et aussi de retrouver Jean-René Le Cerf. Et je dois le dire que pour moi, j'ai compris que c'était ma première visite à Lille, dans l'Institut d'études politiques, car vous comptez pas du tout ma visite à Menton-Nice, pas du tout à Paris, et quant aux facultés comme Marne-la-Vallée, ça compte pas pour vous. Vous avez compris ça. Je voudrais d'abord, avant de répondre, vous dire que dans tout ce que vous avez raconté, tout est exact, sauf que vous avez omis de dire que j'ai été élu le même jour que Jean-Luc Mélenchon, et que je lui ai dit il n'y a pas très longtemps dans une émission, je crois que j'ai mieux tourné que toi. Mais c'est, je dois le dire, cette manière-là. Un mot quand même, puisque je devais venir avec Richard Ferrand, j'espère qu'il viendra vous rencontrer. Nous sommes dans un système à la fois parlementaire et présidentiel, qui est la marque de la Ve République, dans lequel il y a deux assemblées, élues dans des modes différents, dont, j'allais dire, les prérogatives sont identiques et dont les pouvoirs sont un peu différents. Il faut bien l'avoir en tête parce que, ensuite, pour comprendre par rapport à l'ensemble des questions, nous sommes une assemblée, le Sénat, dans un système bicaméral.
Et sans doute le bicamérisme est toujours questionné. Mais le bicamérisme, vous êtes tous très forts en histoire, il est né de la terreur. Et que la France n'a été en système monocaméral qu'entre 89 et 1795, et qu'entre 48 et 1851, 1848 et 1851. Le bicamérisme naît de la terreur, car le Conseil des Anciens vient stabiliser l'Assemblée unique dans les décisions brutales et violentes quand Maximilien de Robespierre tombe. On crée le bicamérisme. Et en 1848, quand on est en système monocaméral, ça se termine par le coup d'État de celui qui va être le prince-président, puis l'empereur Napoléon III. Et qu'à chaque fois, on retrouve chez Boissy d'Anglas et ensuite chez d'autres, y compris d'un converti au bicamérisme, qui est Victor Hugo, un système parlementaire avec une seule jambe, c'est un système politique qui risque la tempête en permanence. Et donc, nous sommes dans un système, aujourd'hui avec la Ve République, et notamment depuis l'avènement du quinquennat, où de plus en plus nous sommes dans un système intégré, président de la République, élection législative, réplique sismique de l'élection présidentielle, et une assemblée qui est élue avec un corps électoral différent, 550 000 élus locaux, par moitié, qui est le Sénat, qui la seule des assemblées qui ne procède pas, je vais prendre une formule biblique, qui n'est pas engendrée par l'élection présidentielle. Et on a donc une vocation de contre-pouvoir, pas d'anti-pouvoir, de contre-pouvoir. Et y compris quand en sensibilité politique, j'ai un exemplaire devant moi, Jean-René Le Cerf, il y a correspondance entre la majorité de l'Assemblée nationale et la majorité du Sénat, eh bien le Sénat donne parfois, j'allais dire presque souvent, des avis différents. En tous les cas, dans la construction de la loi pénitentiaire 2008-2009 en est un exemple, d'ailleurs source de crispation avec le président de la République de l'époque, et je venais d'être élu président du Sénat autour du sujet des libertés individuelles et collectives. Donc si je vous dis ça, pardonnez-moi, et je vais rentrer maintenant dans votre question, c'est que démocratie représentative, ça ne tient, me semble-t-il, avec force dans notre système de la Ve République, que s'il y a deux assemblées. Oh, les tensions entre le pouvoir et le Sénat, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Même celui à qui on doit le retour du Sénat, qui est Charles de Gaulle, a eu extrêmement rapidement des tensions avec le président du Sénat, Gaston Monnerville. Tout ça fait partie profondément de notre histoire. Alors, démocratie représentative, démocratie participative, démocratie directe ou démocratie coopérative, j'ajoute ce mot, parce que c'est un rapport du Sénat en 2017 de deux collègues, un socialiste, Henri Cabanel, un centriste, Philippe Bonnecarrère, qui propose au Sénat de réfléchir bien avant qu'un certain nombre de nos compatriotes se retrouvent sur des ronds-points. Car il se pose la question de cette démocratie représentative. Je crois que dans une nation, dans un État central, où nous connaissons une verticalité du pouvoir, la démocratie représentative, elle est un mode d'organisation dans lequel on reconnaît à des assemblées forcément restreintes le droit de représenter le peuple. Et la démocratie représentative, il n'est pas d'autre système. Ce qui ne veut pas dire qu'on exclut d'autres formes de représentation, d'autres formes de démocratie. Quand on prend le conseiller économique et social, vous avez une autre forme de représentation de la société civile
organisée. Mais posons-nous la question de la démocratie directe. C'est le rêve de chacun, c'est Athènes, mais ça ne marche que dans des petites cités-États, avec d'ailleurs un corps appelé à la démocratie extrêmement faible. Car je rappelle que dans la cité-État, seuls les citoyens, dont sont exclus les femmes, les étrangers et les esclaves, sont appelés à s'exprimer démocratiquement. Le seul canton suisse où nous pratiquons encore la démocratie directe, c'est un tout petit canton dont la place centrale est très grande, parce que ça veut dire qu'on s'y retrouve. Appenzell-Rhodes, c'est en Suisse. Donc la démocratie directe est bien pour le chapitre 1 de votre cours sur la démocratie, mais on en voit les limites. La démocratie participative, c'est une démocratie qui existe, entre guillemets pour le mot démocratie, dans un certain nombre de collectivités territoriales, avec deux observations. À Porto Alegre, où il y a un vote du budget par démocratie participative, seuls 3% du corps électoral de Porto Alegre s'exprime. Vous avez donc une espèce de préemption par une minorité qu'on qualifierait chez l'IFOP ou l'Ipsos de CSP+, de la décision. Première observation. Dans les collectivités territoriales, Monsieur le Président, j'ai été maire d'une ville que vous avez décrite comme l'espèce de Neuilly de la Grande Couronne, mais dans lequel il y a aussi 30% de logements sociaux, par exemple. Par exemple, bingo, bon. Nous voyons bien le risque qui s'appelle TLM. C'est-à-dire que dans toutes nos réunions de consultation, c'est toujours les mêmes. Et qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est d'amener des citoyens qui considèrent qu'ils ne trouvent pas leur place dans l'expression démocratique. Au fond, revenons sur la crise elle-même. Depuis très longtemps, je l'avais écrit à François Hollande quand il interpelle positivement Claude Barthelone et moi après le premier drame Charlie Hebdo hypercachère. Vous vous souvenez, il y a un 11 janvier, il y a un dimanche formidable, tous les dirigeants du monde se retrouvent, et pourtant il y a une partie du pays qui ne se lève pas. Il y a une partie du pays qui a le sentiment qu'il n'est pas concerné. Et ça n'est pas simplement dans des quartiers. Et le président Hollande nous demande chacun de porter un regard sur ce pays. Qu'est-ce qui fait que nous faisons communauté, au singulier? Qu'est-ce qui fait que nous faisons nation? Ou qu'est-ce qui ne fait pas? Et j'écris un rapport, 4 mois après. Et dans ce rapport, j'ai fait l'analyse, parce que nous représentons les territoires, article 24 de la Constitution, qu'il y a une France qui se sent à côté, en dehors, qui a le sentiment qu'entre métropolisation, financiarisation, mondialisation, ils n'ont plus leur place. C'est pas que la France rurale, car je pourrais vous en dire un mot, nous ne sommes pas que l'assemblée du seigle et de la châtaigne. 2/3 des sénateurs sont élus par des départements de plus de 600 000 habitants. Qu'est-ce qui se passe dans ces territoires, qui ne sont pas qu'à ruralité, qui sont aussi les villes moyennes? Eh bien, ils se posent la même question que celle qui m'a été posée, dont j'ai fait part au président de la République quelques jours après, qui m'a été posée dans l'Allier. Monsieur le Président, me dit un conseiller municipal des Combrailles, vous savez, pour nous, Paris est plus loin de Montluçon et de Moulins que Paris n'est de Barcelone, d'Amsterdam ou de Londres. Au fond, il y a une France qui a le sentiment d'être en dehors, de subir, et ce qui a commencé d'abord, c'est le sentiment de l'exclusion, qui n'est pas toujours financière. Et donc, dans la démocratie participative de demain,
Notre premier sujet, c'est la réinclusion des citoyens. Alors, plusieurs manières de réinclure. Le référendum. Sujet très à la mode en décembre, revisité en janvier, et sur lequel nous travaillons dans le groupe de travail institutionnel. Valérie Létard, c'est sa responsabilité au bureau du Sénat. Cette semaine, nous avons achevé un processus engagé à partir du rapport Bonnecarrère et mené par quelqu'un qui, entre-temps, a été nommé au Conseil constitutionnel, François Pilet, de se poser la question comment on revitalise le droit de pétition des citoyens. Le droit de pétition des citoyens est un acquis de l'Ancien Régime, pas de la Révolution. La seule manière de s'exprimer démocratiquement, qui nous conduit aux États généraux d'ailleurs, c'est le droit de pétition. Il n'a pas disparu dans la Constitution de 1958. Il y a même une ordonnance sur le droit de pétition. Mais il est tombé totalement en désuétude. Les peu de pétitions qui existent ont un classement vertical. Et nous avons décidé de réhabiliter le droit de pétition. Concrètement, comment... Parce que je ne pense pas qu'ici, les étudiants se rappellent qu'il y a un droit de pétition dans la Constitution. En fait. Alors, très concrètement, et c'est le sujet de notre débat de mardi matin, si 50 000 citoyens ou 20 000, nous devons déterminer le seuil dans les temps qui viennent, nous saisissent soit d'une interpellation pour le gouvernement, soit d'une demande de commission d'enquête ou de mission d'information, soit d'une proposition de loi. Nous avons aujourd'hui les moyens techniques encore plus simples, à mon avis, qu'en 1792, de contrôler les identités des pétitionnaires. Quand ce droit de pétition vous est adressé, nous avons l'obligation de le faire examiner par la commission qui est concernée, sous la responsabilité du président de la conférence des présidents, qui n'est autre que le président du Sénat. C'est-à-dire qu'il vient jusqu'à moi, et si le classement est vertical, ce sera de ma faute. Et pas la faute innominée de tout le monde. Et nous ouvrons 3 possibilités. La possibilité de consacrer un certain nombre de séances à l'examen des questions posées par les citoyens au gouvernement. Ou si les questions sont posées au Sénat, elles consacreront le temps qui est nécessaire pour répondre à ces citoyens. S'ils nous font une proposition de loi, si elle est jugée recevable par rapport à notre Constitution, parce que je vais prendre un exemple. J'évoquais que la deuxième chambre était née à la suite de la terreur. Mais vous voyez bien que ce qui nous menace, Marc-Philippe Daubresse a été ministre. Et il voit bien, c'est ce que j'appelle les lois de pulsion. Vous avez un événement, vous avez un drame, vous avez un samedi insurrectionnel, comme on l'a eu samedi dernier, et immédiatement, vous avez des tas de gens qui vous disent qu'il faut changer la loi, il faut la bouleverser. Et il faut, naturellement, qu'il y ait l'examen de la recevabilité. Il y a des sujets qui sont constitutionnels. Je ne suis pas certain que si on livrait un référendum le rétablissement de la peine de mort, la peine ne serait pas rétablie après un drame. Je ne suis pas certain que sur d'autres sujets qui touchent à des questions d'éthique de société, on n'y reviendrait pas le mercredi suivant. La Constitution, elle a aussi prévu des verrous pour la tentation, y compris des pulsions citoyennes. Et si je reviens sur tout ça, c'est que concrètement, à partir de la rentrée parlementaire prochaine, sans changement de Constitution, nous pourrions avoir remis le droit de pétition. Est-ce qu'il a été utilisé depuis... Nous avons reçu 5 pétitions en moyenne par an depuis les 10 dernières années. Je ne parle que du Sénat. Et je dois vous dire que même le président du Sénat ne le savait pas. C'est sans doute de ma faute. On n'a rien fait. Le classement était vertical parce qu'il était adressé aux commissions, automatiquement. Ce que nous sommes en train de changer, ce sera le rapport de Valérie Létard, au bout du compte devant le bureau, ce sera, et la conférence des présidents, puisque ça relève plutôt de la conférence des présidents, ce sera de dire, c'est clair, c'est sous la responsabilité de la conférence et donc du président que se prendra la décision
d'aller plus loin ou de dire ceci n'est pas conforme aux principes constitutionnels. Et donc, c'est donc un examen pluriel, parce qu'à la conférence des présidents, il y a tous les groupes politiques. Tous les groupes politiques. Et c'est d'abord une assemblée de groupes politiques. Et les présidents de commission. Et les vice-présidents du Sénat. Troisième des choses, le référendum. Le référendum est-il d'initiative citoyenne ou d'initiative partagée? D'abord, il existe déjà un référendum, article 11, sur un certain nombre de sujets qui touchent à l'économie, au social, à l'organisation des pouvoirs publics. Je pense que vous l'avez tous dans vos cours, qui nécessite un débat préalable devant chaque chambre du Parlement, qui n'a pas besoin du vote de chaque chambre du Parlement, et que le président de la République peut soumettre aux Français. Ce référendum-là, chez nous, qu'il soit 11 ou 89, a toujours été un référendum à caractère plébiscitaire. Et les Français ont en général répondu à côté de la question qui leur était posée. Assez différent des pays qui ont une tradition référendaire répétée, où il y a, on cite toujours la Suisse, mais il y en a d'autres pays. L'Irlande, par exemple, a une pratique du référendum sur les questions de société. L'interruption volontaire de grossesse, c'est un référendum récent en Irlande. Et il y a eu tout un travail de pédagogie, et la question n'était pas de savoir si on faisait tomber la majorité sur le référendum, c'était de s'exprimer sur un sujet de société. Donc, comment apprivoiser le référendum? Article 11 de la Constitution, c'est un sujet. Mais nous avons un autre, je suis trop long. Non, non. Référendum d'initiative partagée. C'est à Nicolas Sarkozy qu'on le doit. Eh oui, vous voyez que je suis très équilibré, moi. Hein, mais il est immaniable. Nous avons fixé de tels niveaux pour ce référendum, c'est-à-dire 10% des citoyens français. 4,2 millions. Oui. Et 185 parlementaires. Ça veut dire, dans notre système actuel, que ce soit les parlementaires qui en prennent l'initiative, 185, ça n'est pas rien quand vous n'êtes pas dans le groupe majoritaire. Ça n'est pas rien. Et ensuite, il faut rencontrer plus de 4 700 000 Français. Honnêtement, ça n'était pas l'intention du président de la République de l'époque, mais les parlementaires, dans les débats, se sont prémunis de l'utilisation de cette voie-là. Il faut quand même qu'on dise les choses. Dans notre groupe de travail, nous sommes en train d'examiner un référendum d'initiative partagée avec 2 entrées. Ça ne partirait pas automatiquement des parlementaires, ça pourrait venir des citoyens, les 2 portes d'entrée existent, mais elles doivent se rencontrer sur des seuils beaucoup plus bas que on débat, est-ce qu'il faut abaisser le seuil de 50%, voire de plus, mais il faut aussi mettre des cliquets. On ne peut pas remettre en cause une loi qui a été votée dans un certain délai, 1 an, 18 mois, disent d'autres, et on ne peut pas se faire succéder des référendums sur des questions très proches, tous les 3 mois, dans une espèce d'exercice de déstabilisation du pays. Voilà quelques-unes des réponses. Madame. C'était, excusez-moi, c'est pour le protestant que je suis, c'est comme la première partie de la messe. Hein. Voilà. Et la question était très large aussi maintenant. Maintenant qu'on entre dans le vif du sujet, vous avez souligné l'importance du bicamérisme et on a bien compris comment le Sénat prend en compte à la fois les évolutions sociétales, mais aussi les demandes des citoyens. Et en même temps, vous nous avez fait part de de l'importance pour vous à réintégrer toute une partie de la population qui
alors soit écartés d'un point de vue économique, mais souvent hors jeu du monde politique aussi, ou les citoyens qui ne croient plus en la politique. Et donc j'aurais aimé avoir votre avis sur la proposition que font certains de remplacer le Sénat par une assemblée de citoyens tirés au sort. La première des choses, c'est que je vois Brigitte Herbier en face de moi, je vois Olivier Hénaud était là il y a un instant, je vois notre ami Watteblet. La plupart d'entre eux, ils sont d'abord issus des citoyens. Ils sont élus dans des conseils municipaux et ils commencent leur vie comme ça. Et quelque part, c'est les citoyens qui les choisissent. Puis ensuite, ça va être les représentants de ces citoyens dans les conseils municipaux qui les choisissent ensuite. 75% des sénateurs sont élus à la proportionnelle. Donc le débat proportionnel majoritaire ne joue pas chez nous. 75%. Le tirage au sort peut être représentatif et peut être utilisé dans la représentation de la société civile. Voilà pourquoi, dans la révision constitutionnelle, avec le Conseil économique, social et environnemental, nous pensons qu'une partie pourrait être issue d'un tirage au sort. Mais dans la démocratie, quand on touche à la Constitution, et notre rôle est d'être les gardiens de la Constitution, je crois réellement que nous devons tirer notre légitimité de l'élection. Comment je définis, moi, la démocratie, si un de vos collègues philosophes est d'une rencontre que j'ai eue. D'abord, c'est Gaucher qui dit avant, il y avait une légitimité de position. Maintenant, il faut trouver la légitimité de la décision. Mais Thielot a dit la démocratie, c'est quoi? L'élection, bien sûr. Mais l'élection ne suffit pas à définir la démocratie. Poutine est élu. Et on croit même qu'on ne tartouille pas trop les urnes. Orban est élu. Et on croit même qu'on ne tartouille pas trop les urnes. Même pas du tout. Ensuite, la démocratie, après l'élection, il y a la délibération. Délibération des parlementaires, mais aussi délibération des citoyens. C'est ce qu'on est en train de faire avec le grand débat. La troisième des choses, dans une démocratie, c'est la décision. C'est la responsabilité du pouvoir exécutif. Et la quatrième légitimité, ça s'appelle le contrôle. Et le contrôle du Parlement. Et on a peut-être oublié, et l'actualité le rappelle. Ah oui. Et l'actualité le rappelle. Qu'un des rôles du Parlement, ce n'est pas simplement de faire la loi, c'est aussi de contrôler le gouvernement. Ce n'est pas une tâche facile que de contrôler le gouvernement. Parce que, à la différence du Conseil économique et social, nous ne faisons pas que des recommandations. Eh oui. Nous pouvons être amenés nous-mêmes à décider dans le contrôle, à proposer, à décider. Et je pense que ça n'est que l'addition de l'ensemble. Car je ne suis pas sûr que dans la Fédération de Russie, il y a les 4 critères aujourd'hui qui définissent une démocratie. Je ne suis pas sûr que dans une partie des démocraties illibérales, il y a les 4 critères que je viens de vous donner. Et c'est ces 4 critères qui fondent la démocratie. Le tirage au sort, pour revenir à lui, est un élément qui peut être intéressant dans la société puisqu'il y a des collectivités locales qui le pratiquent. Et ils le pratiquent notamment sur des sujets, par exemple, comme les réflexions préalables à une évolution d'un plan local d'urbanisme. Elle permet d'éviter le TLM, toujours les mêmes. Donc elle permet d'élargir le spectre. Mais nous voyons dans le tirage au sort, y compris dans le grand débat actuel, vous reprenez les propos de Pascal Perrineau. C'est sans doute le meilleur moment du grand débat que le moment tiré au sort, dit-il. Sauf que 9 personnes tirées au sort sur 10 refusent. Et vous retombez dans quelques travers
que j'évoquais pour Porto Alegre. Je pense que démocratie représentative, c'est vraiment le fondement. Mais qu'on doit s'enrichir d'une démocratie participative ou coopérative, mais qui est une pédagogie aussi d'un dialogue avec les citoyens. Voilà pourquoi nous avons pris il y a 1 an et demi la décision d'avoir une plateforme, nous en direction de nos 550 000 élus, et qu'on veut élargir, c'est pas simple, parce que le risque, c'est les lobbies. Regardez comment le Conseil économique, social et environnemental s'est fait avoir. Au moment, comment le Comité national d'éthique s'est fait avoir récemment sur le dossier de la PMA. Vous avez des lobbies qui vous envoient des quantités extraordinaires de signatures, de pétitions et d'avis, et vous sortez avec un avis qui n'est sans doute pas représentatif de ce que pense la majorité des citoyens. C'était plus court. Ouais. Vous savez, sénès, ça ne veut pas dire l'âge, c'est la sagesse. Et dans Le Lièvre et la Tortue de La Fontaine, elle marchait un pas de sénateur, c'est pas parce que j'aurais de l'arthrose, c'est parce que c'est le pas du sénateur romain, je le rappelle, qui dans les triomphes à Rome incarnait la paix et la sagesse par rapport au pas rapide du légionnaire. Je pense que sénès, c'est aussi notre attitude. Essayer d'amener de la paix et de la cohésion, parce que je suis quand même inquiet pour l'état de mon pays, et le fait, pas simplement de ce qui se passe sur les ronds-points, mais ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers de nos villes, dans certaines parties de nos villages, et où je sens tellement de repli les uns par rapport aux autres, où je sens que même vis-à-vis de l'Europe, il y a tellement de peur, tellement d'angoisse, que notre rôle, c'est aussi de recoudre. Merci. Alors, comme vous faites beaucoup de références aux philosophes, aux politiques, qu'on peut voir en cours, je vais quand même en faire une aussi. Tout à fait. Donc, du coup, je me sens obligée d'en faire une quand même et de faire référence à Max Weber dans Le Savant et le Politique, qui explique l'apparition de ces professionnels de la politique. Vous nous avez rappelé aussi que vous aviez été élu pour la première fois en même temps que Jean-Luc Mélenchon. Et alors, 2 questions à partir de là. Quelles évolutions pouvez-vous témoigner, vous, du métier de politique depuis votre première élection? Et dans un deuxième temps, pensez-vous qu'en effet, la politique doit continuer à être un métier? La politique, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Moi, à votre âge, j'étais engagé dans un parti politique. Parce que c'était mon choix. J'étais dans un parti un peu bizarre, mais Jean-René Le Cerf n'était pas très loin, qui s'appelait les gaullistes sociaux. Eh ouais, les gaullistes de gauche, ça peut encore être plus bizarre. Mais c'était quoi? C'était l'idée qu'on ne pouvait pas être indifférent à ce qu'on vivait ensemble. Et qu'à l'époque, il y avait... D'abord, c'était une autre époque. Le monde était divisé en deux. L'Europe était divisée en deux. Aller dans tout Berlin était impossible. Et il y avait ceux qui se définissaient par l'axe Marx ou pas Marx. Et moi, je suis rentré simplement par militantisme. Et ensuite, j'ai été élu local. Et c'est d'abord là que j'ai eu mon bonheur absolu. J'ai jamais été conseiller municipal, j'ai été maire en trace directe. Je connaissais rien. Ce qui a changé d'abord, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la sphère politique. Quand je suis entré au Sénat, il y avait 4% de femmes. Et on avait beaucoup régressé. Il y avait eu beaucoup de femmes après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça traduisait quoi? C'est que les femmes avaient été absolument, pour beaucoup, exceptionnelles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avions les femmes de la libération. Et puis, tout ceci s'est effondré. Et dans notre pays latin, avec l'héritage du Moyen-Orient, il a fallu que ce soit la loi qui impose la présence des femmes dans la vie publique. C'est ma première observation. Ma seconde observation, c'est qu'il y a eu un événement assez extraordinaire qu'on doit à François Mitterrand et à Gaston Defferre. Il s'est passé la décentralisation. Et on donne la responsabilité aux élus du territoire. Mais on la donne qu'à moitié, monsieur le préfet.
On s'arrête en chemin, car nous restons un État extraordinairement centralisé. Pas centralisé uniquement dans l'administration, mais même dans la conception qu'on a de la relation avec les collectivités territoriales. Donc, ce qui a changé, c'est qu'il y a une amorce de responsabilité majeure donnée aux femmes et aux hommes élus dans la gestion de la vie quotidienne. La troisième des choses, et je reprends les propos de monsieur le directeur, jamais il y a eu autant de transparence et jamais il y a eu autant de doutes. Et que nous passons plus de temps à nous préoccuper de transparence, parfois, qu'à rechercher et à agir. Je suis pour la transparence. J'ai même, les élus m'en veulent plus puisqu'ils m'ont réélu, rendu les présences obligatoires, y compris avec des conséquences pour les indemnités qui, je vous dire, ne sont pas cosmétiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, la complexification de la norme, la complexification des contrôles, la complexification des processus, il n'y a pas que l'État qui les a inventés, les collectivités territoriales aussi l'ont inventé, rend beaucoup moins compréhensible la décision des autorités locales pour les citoyens. Je prends un exemple, pour créer une zone d'activité, il y a 30 ans, dans la bonne ville de Rambouillet, il fallait moins d'1 an, aujourd'hui il faut 5 ans. Comment voulez-vous que le citoyen, entre la délibération du Conseil et la réalisation, il ait le sentiment que, quelque part, les élus sont en capacité de décider et de conduire. Mais je trouve aujourd'hui que le maire a conservé et même retrouvé une place particulière. Et d'ailleurs, le président de la République s'en est rendu compte. En novembre, c'était Balance ton maire, je vous rappelle, le hashtag. Et en janvier, c'est accroche-toi à ton maire. Le maire, c'est une formule, on en parlait avec monsieur le préfet, du sous-préfet de Palaiseau d'aujourd'hui, Abdelkader Guerza. On lui demandait comment vous ressentiez la commune. Et Abdelkader Guerza répond comme la petite République dans la grande. Il est le sous-préfet, donc il représente l'État. Et il a bien le sentiment que l'essence de la République, c'est la commune. Et je crois que c'est autour de ça que nous pourrions peut-être sortir de la crise. La commune n'est pas une nostalgie, elle est une communauté de femmes et d'hommes qui s'inscrit dans la République. Alors la commune peut évoluer, s'organiser autrement, certaines peuvent fusionner. J'arrive d'un village à la limite de la région Centre ce matin, de 2 communes fusionnées. Je veux dire, il y a le sentiment, après cette fusion, d'appartenir à une même communauté, mais qui reste une communauté profondément humaine. Donc je crois que c'est une des réponses. On appelait les petites patries sous la Troisième République, toutes les communes, on appelait ça les petites patries, juste pour la culture générale, pas de personnes devant qui savent tout ça par cœur, mais les autres. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait un temps pour les questions de la salle. Donc, je regarde plutôt vers la gauche, on avait vu des étudiants hier, mais bien sûr, tout le monde peut poser une question. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Comme on dit souvent, là, le plus difficile, c'est la première. Ah voilà, j'ai vu. Oui, j'ai vu aussi. Donc, je me lève, parce que je... Monsieur le Président du Sénat, on considère souvent que la vie publique est extrêmement compliquée, on en parlait la dernière fois. On considère que prendre les décisions n'est pas à la portée de tout le monde, d'où l'importance des experts dans la politique. Et c'est une opinion très répandue chez ceux qui défendent la démocratie représentative. Pour le dire de manière un peu crue, on considère que les gens sont en moyenne trop bêtes pour se gouverner eux-mêmes. Donc, en tant que citoyen, est-ce qu'il faut accepter la complexité démocratique et laisser la politique aux experts, ou alors, au contraire, faut-il essayer de s'approprier ? Il ne faut surtout pas la laisser aux experts. Mais il ne faut pas s'interdire d'avoir des experts qui vous conseillent. Mais ça ne peut pas être l'expert qui décide dans une démocratie. Mais celui qui doit décider doit être éclairé de l'avis de l'expert. Il n'y a pas de gens bêtes ou pas bêtes dans cette affaire. Je peux vous dire que je vois des gens très très divers. Je fais à peu près un département par semaine.
Demain, je vais dans le département de l'Yonne, un département qui est toute une histoire. Il est presque francilien d'un côté, en même temps il est bourguignon et très loin dans une partie de son territoire. Il va toucher la Nièvre, un département quasiment sinistré aujourd'hui. Je vais avoir des gens complètement différents dans leur métier, dans leur origine, dans leur niveau de formation. Et la démocratie, c'est la capacité de gens différents à tenir assemblée alors qu'ils ont été choisis par les citoyens pour prendre des décisions. Donc, ce n'est pas aux experts de décider, aux experts d'éclairer, et c'est aux élus de choisir les experts dont ils ont envie qu'ils soient éclairés. C'est d'ailleurs un des rôles de l'État. Si demain nous vivons une nouvelle génération de la décentralisation, rien n'interdit. Et beaucoup de sous-préfets sur le terrain sont des conseils. Vous avez connu cet arrondissement urbain, monsieur le préfet de Palaiseau, vous avez connu des arrondissements plus ruraux. Vous venez en conseil, mais vous venez jamais en décision. Quand il y a des départements qui ont des bureaux d'ingénierie, ils viennent pour conseiller l'élu, mais ils ne prennent jamais la décision à la place de l'Assemblée des élus. Donc, n'ayez pas le sentiment qu'il faudrait à être à un certain niveau de formation. Je peux vous dire, dans les maires de ce pays, il y a des gens très très différents. Et la richesse de ce pays, c'est d'ailleurs la diversité de ses élus. Merci. Merci, Monsieur le Président, d'être venu déjà aujourd'hui ici à Sciences Po Lille. Et je voulais vous poser une question. Aujourd'hui, nous savons qu'un des enjeux principaux pour notre pays, c'est l'issue du grand débat. Et donc ma question serait, pensez-vous qu'on pourrait démocratiser ce genre de consultation citoyenne, faire en sorte, par exemple, qu'on ait tous les ans des consultations citoyennes afin de proposer des lois et en plus de montrer également ce que les citoyens pensent de la politique? D'abord, le grand débat, c'est un succès numérique. C'est un succès. Après, on pourra discuter à l'infini ce qu'il faut maintenant à l'issue du... Moi, j'ai participé à des réunions de grands débats. J'ai d'abord vu qu'une partie des choses qui passaient sur les chaînes d'infos en continu n'étaient pas tout à fait ce qui ressortait des réunions auxquelles je participais. Il se trouve que j'ai eu à désigner un observateur dit garant du grand débat, un politologue connu, notamment des Sciences Po, Pascal Perrineau. Et on voit bien que le premier sujet qui sort, et les sondages là-dessus, c'est la question du pouvoir d'achat et la question de l'équité fiscale. Le second sujet, dans un langage techno, c'est la fracture du territoire, que j'évoquais tout à l'heure, mais qui peut exister y compris dans un territoire métropolitain. Je parle devant des élus métropolitains ici. Il peut y avoir des fractures à l'intérieur de la métropole. Et que la première des fractures dénoncées dans ce pays, c'est la santé. Nous avons reçu des milliers de lettres à la présidence du Sénat, puis un maire sur trois à peu près nous fait remonter les choses. Si vous voyez les lettres touchantes, qui ne sont pas des lettres circulaires ou des photocopies, de gens qui disent, mais voilà, mon médecin traitant part à la retraite, j'aurai personne pour le remplacer, pour avoir un référentiel. Et donc, le grand débat est un succès. Il va falloir qu'au-delà des algorithmes, nous sachions tirer la quintessence de ce grand débat pour prendre un certain nombre de décisions. Mais peut-être faut-il réfléchir à une société un peu différente. Est-ce que l'idée n'est pas venue à un moment de se remémorer quelques principes dont certains remontent à Proudhon ou à Fourier, d'une société de participation? Il serait peut-être intéressant que vous relisiez, il est naturellement complètement inadapté aujourd'hui, ce qu'était le projet de nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas, qui imaginait une société qui avait profondément changé. On est juste après 68. On a eu quasiment les 30 Glorieuses. Et on a une société qui s'interroge. Elle est sortie de la guerre, de la reconstruction, les drames de son histoire s'effacent. Et derrière 68, est-ce qu'on sait construire cette nouvelle société? La réponse est non, pour moi.
Une société de participation, ce n'est pas simplement l'intéressement ou la participation au résultat des entreprises. C'est autre chose. C'est une manière de gouverner, de décider. Or, aujourd'hui, on va à l'inverse. On est en train de tuer le paritarisme. Il avait plein de défauts. Mais c'était une partie de la société de participation. Quand on demandait, parce qu'ils sont aussi discutés que les politiques, aux organisations professionnelles et syndicales, de gérer la santé, ils l'ont fait, jusqu'aux ordonnances Juppé, de gérer l'assurance chômage, de gérer un certain nombre d'organismes importants. La question que je me pose, et je l'ai posée au président de la République, je l'ai testée hier dans un discours sur la réforme des retraites, où il y avait au Sénat tous les négociateurs de la retraite autour du haut-commissaire. La vraie question que je me pose, c'est, à l'issue du grand débat, est-ce que nous ne devons pas réfléchir à une nouvelle société de participation? Est-ce que c'est impossible que les salariés, je vous le dis, participent aux décisions d'un certain nombre d'entreprises? Est-ce que l'objectif d'une entreprise se résume au seul dialogue avec les actionnaires? Voilà des questions que je n'ai pas la réponse, mais je me les pose profondément. Donc, à l'issue du grand débat, le pire serait qu'il n'y ait pas de décision. Ces décisions ne peuvent pas être des coups. Il faut que ce soit une réflexion globale par rapport à la société. Et peut-être que le grand débat invente une nouvelle forme, sans doute pour la démocratie représentative, de se retremper. Moi-même, j'en tire des conséquences parce que j'ai beaucoup appris. Je me mettais dans le fond de la salle, j'étais parfois reconnu, et je disais aux gens, je ne vais pas intervenir sauf si vous avez des questions sur le Sénat. Et j'ai honnêtement beaucoup appris. Donc voilà, à mon avis, la manière d'en sortir. J'espère qu'on va s'en sortir, mais on ne peut pas s'en sortir par des coups. Il faut que ce soit une vraie réflexion sur quelle société on veut demain. Je traverse, parce que je ne vais pas très vite à mon âge, il faut faire attention quand même. Attendez, hop. Vous voyez, Ah oui, Bonjour Monsieur le Président du Sénat. Une question de droit des finances publiques et j'en suis désolée. Comment expliquez-vous la faiblesse du nombre de saisines de la Cour de discipline budgétaire et financière de la part du Président du Sénat, eu égard au rôle de contrôle du Sénat que vous avez évoqué et de la défense, bien sûr, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 15 qui dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent de l'administration. Je vous remercie. Je crois que c'est ce qu'on a fait hier, qui n'est pas comme. Vous avez raison sur la Cour de discipline budgétaire. Nous nous remettons beaucoup et nous nous reposons beaucoup sur la saisine de la Cour des comptes et dans nos travaux avec la Cour des comptes. Et peut-être, c'est un des sujets d'ailleurs qui m'a été posé par un de vos collègues du Nord, il y a peu de temps, nous avons une forme de débat figé sur le rapport annuel de la Cour des comptes devant le Parlement. Et que, sans doute, la question que vous posez est une question qui rejoint la proposition d'un de nos collègues sénateurs, qui est de dire on ne peut pas rester qu'à l'observation et la dénonciation. Il faut qu'il y ait une suite. Ça peut être la Cour de discipline budgétaire, ça peut être aussi la vote de textes qui permettent de rectifier. Mais vous avez raison de me réveiller là-dessus. Et je dois vous dire, ce n'était pas tout à fait la même question, parce que, simplement pour vous expliquer, le président de la Cour des comptes, il vient, pendant 2 heures, une fois par an, et il fait un discours sur les grandes observations qu'il a fait. Il choisit en général 3-4 grands sujets. Et il y a des observations qui sont dures, qui pourraient amener, alors lui, il peut le saisir, mais je trouve que nous n'en tirons pas suffisamment les conséquences autres que parlementaires. Et dans le débat n'interviennent que le président de la Commission et le rapporteur général du budget. Nous avons dépolitisé en quelque sorte, et je crois que c'est une erreur, ce qui démontre que faire de la politique, c'est la garantie de la démocratie. Et donc, je ne vous cache pas que je proposerai, à la suite de cette saisine, une réflexion autour d'un vrai débat qui prendra sans doute plus de temps pour qu'il y ait des conséquences.
Alors, bonjour Monsieur le Président. Je m'interrogeais sur une décision que vous avez prise il y a quelques semaines. En votre qualité de président du Sénat, vous avez la capacité à nommer des membres au Conseil constitutionnel. Et vous avez pris la décision de nommer un sénateur plutôt que de nommer un professeur de droit ou un constitutionnaliste, comme on fait dans la plupart des autres démocraties européennes. Et je me demandais pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision. C'est un de nos collègues profs de droit qui lui a demandé de la poser, parce qu'il espérait être nommé, en fait. Je n'étais nullement obligé de nommer un sénateur. Ça ne m'était nullement interdit. J'ai nommé, il y a 2 ans, une magistrate de la Cour d'appel de Versailles. Là, j'ai choisi de nommer un sénateur parce que nous sommes dans un moment constitutionnel important. Le sénateur, il est avocat, ancien bâtonnier et spécialiste des questions constitutionnelles. En plus, à un moment où vous évoquiez la question de la transparence, il a été le président du comité de déontologie. Et il m'a semblé qu'il avait les qualités pour siéger au Conseil constitutionnel. Naturellement, c'est pas moi qui l'ai nommé. J'ai proposé cette nomination. C'est d'ailleurs un des progrès de la réforme constitutionnelle de 2008. Et la commission des lois, ce qui est unique dans notre histoire, à l'unanimité, dans un vote secret, a choisi François Pillet. Il nous est arrivé de ne pas avoir l'unanimité. J'ai même été battu une fois. Et je veux dire battu, c'est-à-dire que j'ai eu la minorité, précédent mandat. C'est pour vous dire que si j'ai fait ce choix, ce n'est pas un choix corporatiste. C'est vrai qu'il y a une forme de tradition où, 1 fois sur 2, 1 fois sur 3, on nomme un parlementaire. J'ai dit que je ne me sentais pas lié par cette tradition. Mais il n'est pas interdit non plus d'avoir quelqu'un qui ait une expérience parlementaire. Et s'il a été choisi, c'est plutôt parce qu'il a une agilité constitutionnelle et il a une réflexion sur la déontologie du politique. Je vous invite à lire un de ses livres. Je vous adresserai en paquet cadeau pour l'Institut d'études politiques sa charte de la déontologie qu'il a publiée il y a peu de temps et qui est quand même un élément de référence. La déontologie n'a de sens que si elle est au service d'une mission. Si elle n'est qu'au service d'une propreté, c'est une entreprise de propreté. Si elle est au service d'une mission, alors c'est pour faire de bonnes lois, de belles lois, avec des parlementaires qui, avec des règles éthiques, font la bonne loi. Je me méfie de tous les intégrismes, d'où qu'ils viennent et d'où qu'ils soient. Bonjour Monsieur le Président du Sénat, d'abord merci d'être venu à Sciences Po Lille. Ma question concerne le consentement de l'impôt. Au début de la révolte des Gilets jaunes, cette révolte concernait une augmentation de la TICPE de quelques centimes. Est-ce que vous pensez que la manière dont aujourd'hui le peuple consent à l'impôt, c'est-à-dire via la loi de finances, l'article 1er, via ses représentants, est adaptée dans notre démocratie? Merci. C'est vrai que c'était un refus de consentement à l'impôt. Mais c'était aussi parce que nous avons atteint une forme d'overdose fiscale dans notre pays. Nous sommes les champions d'Europe des prélèvements obligatoires. Nous sommes quasiment les champions d'Europe du déficit budgétaire par rapport à nos capacités. Et avait été imaginé un système de taxation pour un excellent objectif qui était un sujet majeur. Les défis environnementaux qui sont devant nous, les défis écologiques et qui pesaient sur les carburants. Le gouvernement, en 2017, a proposé un système pluriannuel de taxation, qui est d'ailleurs un peu contraire. Les parlements ont été créés pour voter annuellement l'impôt, le budget et le contrôler celui de l'année précédente. Je rappelle que les parlements sont d'abord nés pour ça.
Et le Sénat avait dit, dès novembre 2017, c'est un sénateur de Meurthe-et-Moselle, Jean-François Husson, qui avait dit, puisqu'il est rapporteur de cette partie du budget, méfiez-vous, si vous emmenez les Français dans une forme de surtaxation sur ce qui est un élément de leur vie quotidienne, car n'oubliez pas que 40% des Français n'ont pas d'autre choix que d'utiliser un véhicule, et qu'en fait ils sont 70% à l'utiliser, mais que pour 40% ils sont assignés à véhicule. Ils sont assignés à véhicule. Et il avait dit, méfiez-vous, les gens mettront à nouveau des bonnets rouges. Ils s'étaient gourés de couleurs. Mais en fait, je crois que le refus du consentement à l'impôt n'a été qu'un révélateur de crise. Je pense que le plus grand des révélateurs, c'est quand même le sentiment d'une partie du pays de ne plus être dans le coup. Vous savez, dans ma tournée de département, au mois de septembre, j'ai été en Haute-Garonne. Alors Toulouse va bien. Pas tous les quartiers de Toulouse d'ailleurs vont bien. Mais quand vous êtes du côté de Saint-Gaudens, quand vous êtes dans une communauté de communes, monsieur le préfet, il fallait l'inventer, pour 25 000 habitants de 104 communes, dont l'Assemblée délibérante est formée de 154 membres. Ça doit faire 17 de moins que le Parlement belge. Ils n'ont pas de problème linguistique, certes. Mais au fond, ils ont un système qui ne marche plus. Comment voulez-vous que les citoyens qui entendent leur maire dans des petits villages, qui leur disent « mais c'est plus possible de décider, de diriger, de construire », n'aient pas le sentiment d'être à côté. Et je pense que c'est un des éléments. Alors sur le consentement à l'impôt, il faut qu'on réfléchisse. Mais il y a aussi l'équité fiscale. Ce qui m'a beaucoup frappé dans le grand débat, moi, dans ceux auxquels j'ai participé, c'est que la taxation indirecte qui pèse sur tout le monde, quel qu'en soit son revenu, et pour partie sur les assignés, avec en plus un sentiment d'être trompé, puisque vous le saviez, il n'y avait pas 1 euro de plus qui allait à l'environnement par rapport à la taxe, mais tout simplement pour renflouer le budget général et surtout payer une impasse budgétaire totale qui s'appelle la taxe d'habitation. Et donc, mais il faut qu'on réfléchisse. Le Parlement se posait la question, comment on amène les citoyens à consentir à l'impôt? Ce n'est pas simplement en traitant de cette taxe, il faut que nous réfléchissions à l'issue du grand débat, pour reprendre la question de mademoiselle, c'est comment on se sort, parce que consentir à l'impôt, c'est consentir à des formes de solidarité et à faire communauté. Et je rappelle qu'une partie de la révolution est née aussi d'un refus de consentement à l'impôt. Oui, bonjour, Monsieur Larcher. Bonjour, Monsieur le Président. J'avais une question, moi, c'était essentiellement sur la durée des mandats. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'on ne voit pas Richard Ferrand, parce qu'il n'est pas que président de l'Assemblée nationale, il est aussi président, puisqu'il a été élu, enfin, en tant que tel, en tant que député, en même temps que Emmanuel Macron. Que pensez-vous de l'idée qu'on change, soit ce soit le président, soit ce soit les députés, changer la durée des mandats 6 ans ou 7 ans ou un renouvellement différent, et l'idée qu'il y ait un ajustement au niveau du cycle, que le cycle ne soit pas le même entre le cycle du président et le cycle parlementaire. Voilà. Alors, vous posez une question majeure par rapport à la Ve République. Je n'ai fait que l'esquisser tout à l'heure. Jusqu'à la réforme du quinquennat, le calendrier législatif était déconnecté de l'élection présidentielle. Le président de la République avait toujours la possibilité de dissoudre, ce qu'a fait François Mitterrand, par exemple, en 1981. Mais le cycle après ne recouvrait pas le mandat du président. Et ça nous a permis d'avoir ce que nous jugions pour certains au début une catastrophe, mais qui ne s'est pas révélé une catastrophe, qui a été la cohabitation. C'est-à-dire un dialogue obligatoire, d'ailleurs, entre un Premier ministre
et un président de la République, entre une majorité et une opposition, et ça n'a pas été du tout une catastrophe. Mais ça permettait d'avoir une respiration démocratique. Quand François Mitterrand se voit obligé d'appeler Jacques Chirac en 86, les Français s'expriment et disent à François Mitterrand, ça ne va pas votre politique. Entre 86 et 88, il y a sans doute les réformes les plus importantes qu'a connues notre pays. Les plus importantes. Mais les Français trouvent que ces réformes-là sont trop difficiles. Et ils réélisent François Mitterrand. Mais vous avez eu une respiration démocratique. C'est très important. Quand on fait la réforme du quinquennat, en fait, on fait de l'élection des députés la réplique sismique de l'élection présidentielle. Et j'allais ajouter, et en plus, vous mettez le calendrier après. C'est pour ça que c'est la réplique sismique. Magnitude 6, l'élection présidentielle. Magnitude 5, l'élection législative. Et à ce moment-là, l'Assemblée nationale perd cette part d'originalité, de liberté. Et ça nous renforce, nous, indirectement, puisque nous ne vivons pas le même rythme. Si on avait dû vivre le même rythme, d'abord, nous n'avons pas le même corps électoral, mais je vais prendre l'année 2017. Juin 2017. Une chambre introuvable, comme aurait dit, après la Première Guerre mondiale, des observateurs politiques. Élection de la moitié du Sénat, 4 mois après. Honnêtement, on ne donnait pas cher de ma peau. Hein. Je n'ai jamais eu une élection aussi large. Comme si les grands électeurs, d'ailleurs, y compris là où j'étais ce matin, ils n'avaient en fait rien, si je regardais la vie politique pour voter, comme si les grands électeurs avaient rééquilibré les choses. Et ils sont un facteur d'équilibre. Donc je crois qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on garde le quinquennat comme il est aujourd'hui? Certains proposent 6 ans pour déconnecter la durée, c'est le plus grand sujet, et le septennat non renouvelable. Ce que je me permets de dire un mot sur la limitation des mandats, du cumul des mandats dans le temps, parce que je suis complètement visé, moi. Ah oui. C'est un compromis avec lequel j'ai avancé avec le président de la République. Mais il faut se poser une autre question. Donc, ça ne me semble pas impossible de l'aborder. Mais il faut se poser une autre question. On a cru que c'était une bonne idée de spécialiser, et je n'ai pas tout à fait répondu à la dernière partie de votre question. Est-ce qu'au fond, c'est une fonction ou un métier? Faire qu'un parlementaire n'ait plus de responsabilité dans un exécutif est un facteur d'éloignement des citoyens et un facteur d'éloignement du parlementaire dans la construction de la décision qu'il aura à prendre. Voilà pourquoi j'ai remis le sujet sur la table. Je n'ai pas voté le cumul de mandats, la suppression du cumul de mandats. Non pas que je pense qu'on puisse continuer à faire tout. Écoutez, je l'ai fait. Si j'avais été si nul, ils ne m'auraient pas réélu à Rambouillet, parce que la première fois, j'ai été élu de quelques voix. À Rambouillet, à l'avantage de la stabilité, il y a eu 2 maires depuis la Libération. Une femme extraordinaire, Nadine Toplatnot, radicale de gauche, et moins extraordinaire Larcher, jusqu'en 2014, mais dont les gens disaient c'est un peu comme Mme Patnaud, il est radical sûrement, mais nous couper des réalités de terrain à terme. Nous, on a encore l'expérience, mais dans 2 générations, le grand risque, c'est que ce soit les permanents de partis politiques avec le système proportionnel qui soient élus. Or, devant nous, là, Jean-René, Marc-Philippe, Brigitte L'Herbier, notre ami Teblet, Valérie Létard, nous sommes issus d'autre chose que d'être des permanents des partis politiques.
le risque, c'est aussi ça. J'ai rien contre les partis politiques, je vous ai dit que j'étais rentré à 17 ans. Mais l'expérience du terrain, et je crois qu'on fait une bêtise tant que le pays reste centralisé comme il est. Donc, vous avez compris que le cumul dans le temps, j'avais avalé en partie mon chapeau. On va prendre une dernière question parce que je suis le maître des horloges. Il y a l'opération micro tendue des journalistes, des souhaits, etc. Donc, une question de D'accord. allemand, mais il va poser la question en français. Je suis désolé, mein Deutsch ist nicht sehr gut. Ce n'est pas grave, Monsieur le Président. Alors ma question maintenant, on a parlé beaucoup de plus de participation des référendums, etc. Et un grand argument de ceux qui voulaient limiter cette participation des citoyens était toujours le caractère émotif, surtout émotif d'un collectif, alors d'un collectif d'hommes lorsqu'on se mobilise, et je pense qu'on peut voir cela très bien avec les manifestations des Gilets jaunes. Maintenant, ma question, est-ce que vous pensez que cet argument est crédible ou pensez-vous qu'une plus forte participation des citoyens n'est pas en contradiction avec le caractère rationnel de notre démocratie? La pulsion, il faut qu'elle s'exprime aussi. Il n'est pas interdit d'avoir des pulsions. Et il faut qu'on trouve aussi une réponse aux pulsions. Et la pulsion, il ne faut pas l'écarter au nom de la raison. Et le croisement de la pulsion et de la raison, c'est ce qui peut construire la décision. Car la pulsion, elle répond à des situations qui sont vécues par des hommes et des femmes. Et on ne peut pas dire, mais tout ça est déraisonnable. Mais il y a le filtre de la démocratie représentative. Voilà pourquoi je pense que le droit de pétition, que j'aurais dû imaginer faire revivre avant, je le dis, mais c'est pas inutile d'avoir des pulsions qui vous réveillent. Comme tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites en fait des observations de la Cour des comptes? Non, mais est-ce qu'il y a des suites? Voilà pourquoi je n'oppose pas démocratie représentative à démocratie participative. Mais puisque vous êtes un étudiant allemand, quand en 2015, face à la grave crise migratoire liée à la déstabilisation dans le Moyen-Orient, la chancelière prend une décision. Cette décision, je la respecte. Je pense qu'elle aurait dû être plus partagée, d'ailleurs, avec les autres partenaires européens, pour nous éviter d'autres crises. Et puisque cette semaine, nous avons signé au Sénat un accord avec le Bundesrat allemand, pour le lien territorial, ça a été un des sujets. Si vous aviez eu une démocratie de pulsion, pardonnez-moi, l'AfD aurait été encore plus élevée. Et moi, je n'ai pas envie de me réveiller italien un matin. Je vous le dis. J'ai beaucoup regardé la question italienne. Et tout est né d'un référendum de pulsion. La suppression du Sénat par Renzi. Non pas à cause du Sénat, mais pour faire disparaître une assemblée qui essayait de stabiliser l'ensemble. Et avec la question de la crise migratoire, vous avez eu la victoire d'une coalition dont, en tous les cas, un des deux éléments de la coalition, je n'en partage aucune des valeurs. Vous voyez à qui je pense. Ça commence par Ligue et ça se termine par eux, quoi. Hein? Et donc, si je vous dis ça, c'est que il faut un filtre qui n'est pas une purification, mais une mise en cohérence des pulsions. Et ça, c'est le rôle de la démocratie représentative. Voilà pourquoi, quand on dit « mais vous mettez les barrages des filtres », non. Mais n'oubliez jamais que la démocratie participative, évangile de Luc, c'est Jésus ou Barabbas, et que parfois on choisit Barabbas, et Victor Hugo a dit « attention, parfois la foule trahit le peuple ». Et je crois que ça doit être notre obsession de respecter le peuple, mais d'éviter les excès des pulsions de la foule. Je le dis sans aucun mépris, je le dis vraiment avec beaucoup de respect, mais c'est aussi notre responsabilité.
La démocratie, c'est pas toujours de dire oui, c'est pas toujours d'aller au fil de l'eau. Et vous savez, moi, je suis très fier de présider une assemblée qui, dans deux moments très importants, et je termine par là, je vous promets, on l'avait dessinée comme une chambre conservatrice. Ça, je pense à Joséphine très fort, là. Moins de 5% d'ailleurs d'agriculteurs nous présentaient comme l'Assemblée du Seigle et de la Châtaigne. Mais sur deux sujets de société. L'interruption volontaire de grossesse. On a dit cette assemblée d'hommes ruraux, c'est le meilleur souvenir de Madame Simone Veil quand elle est venue débattre de ce sujet. Au point qu'elle m'a demandé que sa remise d'épée d'académicienne ait lieu au Sénat. Et je lui ai posé la question, Madame, pourquoi? Elle me dit, parce qu'on m'avait dit que ce serait chez vous difficile, et ça a été d'une immense dignité. La deuxième des choses, c'est Robert Badinter, qui m'a remis le manuscrit de son discours sur l'abolition de la peine de mort. Et on lui avait dit, c'est impossible que le Sénat le vote. Et il y a eu des grandes voix. Une voix du Nord, Maurice Schumann. Il y a eu un communiste, Lederman. Un socialiste que tu as connu, Michel Dreyfus-Schmitt. Un protestant, le maire de Strasbourg, Rudolph. L'un était centriste, l'autre communiste, socialiste, l'autre était gaulliste. La commission des lois avait voté contre l'abolition. En séance, le Sénat a voté l'abolition de la peine de mort. Moi, je suis fier, aujourd'hui, de présider une assemblée qui, dans 2 temps, ont été capables de dépasser, j'allais dire, des intérêts. C'est aussi important d'avoir une assemblée qui, à certains moments, peut dépasser ça. Et on l'a vu sur des sujets de liberté, je ne dis pas qu'on est parfait, mais je crois que c'est aussi la marque d'une assemblée sur ces 2 sujets qui sont quand même des marqueurs de société. L'abolition de la peine de mort, c'est un marqueur de société. C'était pas très à la mode, hein. C'était un des avantages d'ailleurs des gaullistes sociaux, c'est qu'ils étaient pour l'abolition de la peine de mort. Mais avec les chrétiens démocrates, avec des socialistes, avec des communistes, on a été sur ces sujets-là. Alors moi je crois que vous devez vous dire que le bicamérisme, c'est une garantie d'équilibre entre les pulsions et la raison. Et que peut-être pour répondre à l'étudiant allemand, il faut faire ça zusammen, ensemble. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.